Alors, pour l'instant, tout le monde est rentré depuis la salle d'attente, a priori. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette réunion publique en ligne, dans laquelle nous allons lancer la concertation sur la forêt urbaine de la place de Catalogne. Avant de commencer, je tiens juste à rappeler que cette réunion est un espace d'information et de débat démocratique et qu'il est vraiment impératif que l'ensemble des participants et participantes se respectent et respectent leurs opinions respectives. Donc évidemment, tous les points de vue pourront s'exprimer librement, mais devront rester courtois. Et toute intervention problématique, insultante ou une attaque personnelle pourra faire l'objet d'une exclusion. Le chat, pour l'instant, est destiné à recueillir vos remarques et questions sur le projet. Et vos interventions seront traitées du mieux possible ce soir par les intervenants et lors de la suite de la concertation. Selon le nombre de questions, on verra, parce que là, on est déjà assez nombreuses et nombreux. On va les noter pour les poser à la fin de la réunion, plutôt par thématique, lors du temps d'échange dédié. Et nous donnerons probablement la parole à des personnes qui ont envie de la prendre sur certaines questions. Je vous invite à vous nommer de manière reconnaissable. Ça, vous avez la main dessus sur votre nom qui s'affiche, afin qu'on puisse vous inviter à prendre la parole si vous avez posé une question. Voilà, bon, je reviendrai un petit peu sur ces règles-là en temps voulu. Alors, je ne me suis pas présentée, je suis Lucille Garotte de l'agence de concertation Très Clair qui accompagne la mairie de Paris sur le projet de concertation, sur le projet de la forêt de Catalogne. Et je voulais aussi vous expliquer que vos micros sont coupés de manière automatique. Vous ne pouvez pas les activer pour l'instant pour éviter les bruits de fond et ce genre de soucis. Mais voilà, vos vidéos peuvent fonctionner si vous en avez envie. Et à la fin, on pourra donner la parole si nous ne sommes pas trop nombreux. Et sinon, je ferai remonter moi-même les questions à l'oral. Merci beaucoup et très bonne réunion. Je vais tout de suite donner la parole à Karine Petit et Christophe Najdowski, et je lance aussi le diaporama. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord avec Guillaume Durand qui est à ma droite, à mes côtés. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir introduire cette réunion. Je suis à Limoges, je vais voir ma maman. Donc voilà, de pouvoir introduire cette réunion et un peu plus que cette réunion d'ailleurs, ce très beau projet. Je le dis au nom de Guillaume et de moi, mais aussi au nom de toute l'équipe municipale du 14e arrondissement. Et je voulais aussi remercier l'engagement de Christophe qui dira ensuite quelques mots après nous. Remercier l'engagement de Christophe pour la réalisation de ce projet. Et puis également la maire de Paris qui du coup a arbitré favorablement pour que ce projet puisse se faire et puis puisse démarrer également très rapidement. Ça faisait partie de nos engagements que de réinterroger en tout cas la place de Catalogne qui a une réelle histoire, qui a une histoire urbaine très forte au moment de l'époque de sa construction, et puis qui a également une histoire artistique. Et je voulais, de ce point de vue-là, et je pense qu'on y reviendra certainement au cours de la réunion, mais dire que nous avons travaillé très en amont et de manière très rapprochée avec la fille de Chamail Habert, qui est donc l'artiste qui a réalisé la place de Catalogne et la fontaine le creuset du temps. Là, l'objectif, c'est bien de faire rentrer la place de Catalogne dans une nouvelle période de vie et également dans la ville comme nous souhaitons, en tout cas, apporter en termes d'aménagement avec des priorités qui sont très claires, c'est-à-dire un retour de la nature en ville et vous le verrez parce que c'est justement l'objectif de cette première réunion de présentation avec un objectif très ambitieux de forêt
dans la ville de forêt urbaine. Donc, nous ne sommes pas dans un square, nous ne sommes pas dans un projet de parc, nous ne sommes pas non plus dans un projet de bois, mais nous sommes bien dans un projet et dans une perspective de réaliser un projet de forêt urbaine. Donc, je remercie aussi en mon nom et au nom de Guillaume l'ensemble des services qui nous ont accompagnés pour, dans un temps court, celui d'une année, pour pouvoir vous présenter ce soir les esquisses de ce projet, avec un calendrier, vous le verrez aussi, très précis. Et nous y tenions tous. Et puis, je ne vais pas beaucoup être plus longue parce que nous allons écouter ce que vous avez à nous dire. Et également, je pense que vous êtes aussi très pressés de pouvoir découvrir le projet de la future place de Catalogne. Christophe, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup, chère Karine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je suis également très heureux d'être avec vous ce soir pour représenter la maire de Paris pour ce beau projet de la place de Catalogne qui sera la première forêt urbaine à Paris. Nous allons pouvoir présenter à la fois ce qu'est le concept et ce que représente une idée de ce type dans une ville comme Paris, dans une place comme l'est la place de Catalogne. La maire de Paris m'a confié la charge et la mission et l'honneur de mener à bien la végétalisation de la ville, de l'espace public en particulier, mais également de créer ou d'étendre de nouveaux espaces verts. Et la place de Catalogne se prête très bien aussi à cette ambition de végétaliser la ville, puisque c'est une place qui est aujourd'hui entièrement minérale et qu'il existe à proximité, on pense notamment à la Coulée Verte ou d'autres sites, des espaces verts existants qui mériteraient peut-être d'être en quelque sorte étendus ou raccordés avec cette place par un projet donc, de végétalisation qui est à la fois ambitieux, mais qui a vocation aussi à être pérenne dans le temps et qui permettra de planter des arbres. Nous avons eu au dernier Conseil de Paris la présentation du premier plan arbre de la ville de Paris. Vous savez qu'il y a une ambition aussi en termes de plantation. Pour ce qui est de l'espace public, nous envisageons environ la plantation d'une dizaine de milliers d'arbres en pleine terre, en privilégiant systématiquement les espaces de pleine terre, de manière à ce que les arbres puissent bien se développer. Alors, il y a des contraintes qui sont extrêmement importantes, des contraintes en termes de réseau. On a le réseau du métro, des égouts, de gaz, d'électricité, etc. Mais malgré tout, on a des possibilités ici ou là de pouvoir planter. Et la place de Catalogne en fait partie. On a la chance d'avoir un réseau souterrain qui nous permet de planter de manière assez importante sur ce site. Et donc, tout naturellement, avec Madame la maire du 14e, son équipe municipale, nous avons pensé qu'il serait judicieux de transformer cette place en la végétalisant et en lui donnant un autre visage au regard également du changement climatique et de la nécessité aussi de nous adapter à ce changement climatique. On sait que l'arbre en ville est le meilleur allié et notre meilleur allié à nous, urbains, face au changement climatique, puisqu'il constitue en quelque sorte un climatiseur naturel. Il a beaucoup de vertus, vertus de rafraîchissement, vertus en termes de support de biodiversité, vertus en termes de captation du CO2, c'est la fameuse évapotranspiration des arbres, etc., etc. Donc, je ne reviendrai pas sur tous les bénéfices de l'arbre, vous les connaissez, ils sont nombreux. Et donc, à travers ce projet, nous voulons donc redonner un nouveau visage et aussi de nouveaux usages à la place de Catalogne et surtout préparer ce que sera Paris demain à ces grands défis que sont le changement du climat notamment et faire en sorte que nos villes restent des villes qui soient vivables et agréables à vivre. Voilà donc quelques mots en introduction pour simplement vous remercier de votre présence et puis bien évidemment être à l'écoute des échanges que nous aurons avec vous ce soir sur ce projet. Merci à vous.
Merci beaucoup, Madame Petit, et merci, Monsieur Najdowski. Alors, je vais revenir tout de suite sur le sommaire de la réunion. On va tout d'abord vous parler de la place de Catalogne aujourd'hui avec des éléments de diagnostic sur ce qui existe actuellement. Après, on va vous parler du concept de forêt urbaine. On parlera ensuite des futurs aménagements. Et puis, on reviendra sur comment la concertation va se dérouler pendant le mois qui arrive jusqu'à fin novembre. On aura un temps de questions-réponses. Et enfin, on terminera sur le calendrier de la concertation. Alors, je vais tout de suite donner la parole pour parler de la place de Catalogne aujourd'hui à Madame Karine Bonnefoy, qui est chef de projet à la direction de la voirie et des déplacements. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un bref rappel historique de l'histoire de la place et ensuite vous présenter les études de diagnostic que nous avons réalisées. Donc, on voit à l'écran une photo de l'architecte Ricardo Bofill devant la maquette des échelles du baroque. L'histoire de la place depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la préfecture de la Seine étudie à la fois la révision du règlement d'urbanisme de la ville de Paris et des études de réaménagement. Et dans le secteur de la future place de Catalogne, l'ensemble de l'îlot insalubre numéro 17 figure parmi les îlots à remodeler, ainsi qu'une large portion du quartier bordant les voies de chemin de fer. En 1956, en parallèle, on confie à l'architecte Raymond Lopez la rédaction d'un plan de voirie à grande vitesse à réaliser dans la capitale. Et parmi elles se trouve la radiale Vercingétorix qui aurait longé les voies ferrées de Montparnasse pour relier les abords de la gare à l'autoroute A10. L'ensemble de ces projets est acté par le plan local d'urbanisme de 1961. Un secteur de rénovation urbaine dénommé Plaisance-Vandame de 92 hectares et comprenant 54 000 habitants est délimité. À la faveur des modifications de règlement d'urbanisme, le secteur Plaisance-Vandame devient en 1973 la ZAC Guilleminot. Une révision de 1977 décide que les 22 immeubles dont la démolition était prévue initialement seraient en fait réhabilités et qu'une place serait imaginée au pied de l'église Notre-Dame du Travail. À cette même date, la radiale Vercingétorix s'est abandonnée, de même que l'ensemble du réseau autoroutier intérieur imaginé par Lopez 20 ans plus tôt. En 1979, une nouvelle orientation est donnée avec la création de 17 000 m² de jardins, de placettes et d'espaces piétonniers. Et une grande place publique est esquissée au croisement de la place des 5 martyrs du lycée Buffon, les rues du commandant Mouchotte et Jean Zay. La place de Catalogne est née. En 1980, la ZAC Guilleminot devient la ZAC Guilleminot-Vercingétorix pour englober officiellement l'aménagement de l'emprise de la radiale abandonnée à l'ouest de la rue Vercingétorix et en bordure du chemin de fer. Les études sont confiées en 1980 à l'architecte catalan Ricardo Bofill, dont le style baroque s'exprime tant dans les formes urbaines composées de places circulaires avec des courbes et des contre-courbes que dans une mise en scène théâtrale des ornements néoclassiques en façade. Le projet est un retour à la tradition urbaine d'un îlot haussmannien, mais réinventé dans ses formes et dans ses proportions. La place comporte également l'immeuble du tripostal de Louis Arech de 1956, qui a été restructuré en 2002 et qui abrite aujourd'hui l'hôtel Concorde Montparnasse, et 2 immeubles circulaires qui sont situés au numéro 2 à 18 et 20 et à 25 de la place, de part et d'autre des échelles de Bofill, et qui ont été réalisées en 1986 par Maurice Novarina. Enfin, la place comporte la fontaine du Creuset du Temps, du haut sculpteur d'origine polonaise, Chamaillabert. Alors que Ricardo Bofill avait imaginé ponctuer la place de la Catalogne par un obélisque ou des arbres pour en marquer le centre et le pourtour, la PUR, la direction de l'aménagement, les élus et le cabinet du maire de l'époque ont rapidement évoqué la possibilité de créer ici une nouvelle fontaine monumentale. Et le choix s'est porté sur ce sculpteur arrivé à Paris en 1949 et qui eut son atelier rue de Gergovie. Donc, on voit à l'écran une image de la fontaine du Creuset du Temps, donc construite en 1988. C'est une fontaine monumentale de 50 mètres de diamètre qui présente une surface inclinée d'environ 5%, de 2000 m² de pavés de granit de 3 teintes différentes. Mais malheureusement, son fonctionnement est émaillé de problèmes techniques récurrents depuis sa mise en service et son fonctionnement s'est toujours accompagné de coûts de fonctionnement élevés. Dès 1990, on constate des désordres électriques. Un rapport d'experts préconise la réalisation de travaux de réparation qui sont réalisés en 1999 et 2000, mais de nouveaux désordres apparaissent dès 2002 sur les nouveaux projecteurs remplacés.
La fontaine connaît des problèmes récurrents d'encrassement avec des dépôts calcaires, des mousses et des algues qui donnent naissance à un nouveau rapport d'experts en 1998. Une expertise complète est réalisée en 2012 sur les problèmes structurels et la nécessité de nouveaux travaux importants qui entraînent la décision d'arrêter temporairement le fonctionnement de la fontaine au début 2013 par le maire du 14e arrondissement. Après ce rappel historique, nous allons passer aux études de diagnostic de la place. On va vous en présenter quelques-unes. La première carte qui est à l'écran, c'est la carte des îlots de chaleur où on voit par un code couleur les températures qui sont mesurées. Donc, on voit que sur la place de Catalogne, sur la chaussée de la place de Catalogne, on a une température qui est supérieure à 23 degrés. Donc, c'est la thermographie de l'été 2016. Et on voit également qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la chaussée circulée pour aller vers la coulée verte vers Saint-Gétorix, les températures diminuent. Donc, la lutte contre les îlots de chaleur est un des objectifs du plan climat air-énergie territorial de mars 2018 de la ville de Paris, qui s'inscrit dans la trajectoire définie par la COP 21 et qui vise donc à créer des îlots et des parcours de fraîcheur, des lieux d'accueil, de halte et de repos accessibles au grand public et repérés comme source de rafraîchissement en période chaude ou caniculaire. Slide suivante, s'il vous plaît. On voit à l'écran trois graphiques, donc trois cartes de la qualité de l'air qui proviennent de Air Paris et qui indiquent les concentrations en dioxyde d'azote sur la place entre 2017 et 2019. Donc, on voit que la concentration diminue, passant de 40 microgrammes par mètre cube à 36 microgrammes par mètre cube. C'est une tendance générale observée sur Paris. Concernant plus particulièrement la place de Catalogne, donc le service parisien de santé environnementale a réalisé une campagne de mesure du 5 au 6 mars 2021 pour étudier les paramètres traceurs de la pollution automobile tels que les BTEX, benzène, toluène, éthylbenzène et xylène, le NO2, le dioxyde d'azote et les particules fines PM10 et PM2,5. Les résultats de la campagne de mesure de qualité de l'air amènent les observations suivantes. Concernant le dioxyde d'azote, NO2, la concentration moyenne mesurée sur les 5 points instrumentés de la place de Catalogne donc en mars 2021 est de 32 microgrammes par mètre cube, se rapprochant des concentrations moyennes mesurées sur la station Air Paris du boulevard Soult, qui est la station la moins polluée de Paris en général. Les niveaux de NO2 mesurés à proximité des voies circulées sont homogènes et varient de 29 à 35 microgrammes par mètre cube. En revanche, les prélèvements qui ont été réalisés le long de la rue vers Saint-Gétorix piétonne qui part de la place de Catalogne pour aller vers le square du Cardinal Wyszynski montrent que les niveaux de NO2 arrivent très rapidement à des niveaux de fond urbain, c'est-à-dire que l'influence de la pollution issue de la circulation sur la place de Catalogne s'estompe très rapidement dès lors que l'on s'en éloigne. Sur les autres paramètres, donc les BTEX, les concentrations mesurées sont faibles et elles sont inférieures à la valeur guide OMS annuelle de 2 microgrammes par mètre cube. Concernant les concentrations en particules fines, donc pour les PM2,5, à quelques reprises, les concentrations n'ont pas respecté l'objectif de qualité annuel de 10 microgrammes par mètre cube et ont dépassé à 4 reprises pendant la campagne de mesure la valeur guide OMS journalière de 25 microgrammes par mètre cube. Pour les particules plus grosses, les PM10, les concentrations ont respecté l'objectif de qualité fixé par la réglementation française de 30 microgrammes par mètre cube et également la valeur guide OMS journalière de 50 microgrammes par mètre cube au niveau de l'analyseur de la place de Catalogne. Ces mesures de qualité de l'air sont très météo-dépendantes, donc nous allons réaliser cet hiver, au mois de novembre, une nouvelle campagne de qualité de l'air pour la tracer. Alors, slide suivante. Donc, on voit la pollution sonore. Donc, nous avons à l'écran une carte qui a été réalisée par l'Agence de l'écologie urbaine de la Direction des espaces verts et de l'environnement et qui, avec un code couleur, donc, indique le bruit routier sur la place de Catalogne. Donc, on voit que sur la rue Jean Zay, le boulevard Pasteur, on a des niveaux sonores qui sont élevés, puisque compris entre 70 et 75 dB. Et sur tout l'anneau circulé de la place, on a des niveaux sonores qui sont compris entre 65 et 70 dB. Et on voit également que dès lors que l'on s'éloigne de la voie circulée vers la coulée verte, vers Saint-Gétorix, eh bien, ces niveaux sonores
diminue. Donc, nous avons également fait réaliser une campagne de mesure de bruit sur la place de Catalogne entre le 8 février et le 10 mars 2021. Donc, nous avions posé des capteurs en 3 points. Le premier point était situé au droit de l'hôtel Concorde Montparnasse. Les mesures de bruit mesurées donc pour la moyenne en journée a été de 67,5 dB et la nuit de 58 dB. Pour le deuxième point situé au droit du restaurant La Table de Chine, les mesures en journée étaient de 65,4 dB et la nuit de 55,8. Et enfin, pour le troisième point situé rue Alain, nous avions des mesures journalières, moyenne journalière de 67,6 dB et la nuit de 58 dB. Donc, pour objectiver un petit peu ces chiffres par rapport aux valeurs réglementaires, donc ceux-ci sont inférieurs à ceux exigés par la directive européenne de 2002 qui demande donc une valeur inférieure à 68 dB pour la moyenne journalière et 62 dB pour l'indicateur de nuit. En revanche, ces valeurs sont supérieures aux recommandations OMS de 2018 qui recommande donc pour protéger la santé des populations de réduire l'exposition au bruit routier à 53 dB pour l'indicateur moyenne journalière et 45 dB pour l'indicateur de nuit. Nous avons également fait réaliser une campagne donc, de mesure de la circulation assez complète, puisque pour les véhicules motorisés, nous avions à la fois une enquête origine-destination et également des comptages automatiques en section courante. Nous avons fait des comptages des vélos empruntant la Corona-Piste et également mesuré les flux piétons. Alors, concernant les véhicules motorisés, à l'heure de pointe du matin, la voie entrante sur la place qui est la plus chargée, c'est la rue Jeanzay avec 650 véhicules par jour. Et la sortie la plus importante, c'est la rue Alain avec 619 véhicules par heure, autant pour moi, par heure. Ce sont l'heure de pointe du matin. À l'heure de pointe du soir, c'est un petit peu différent puisque l'entrée la plus chargée sur la place est le boulevard Pasteur avec 583 583 véhicules heure, et la sortie la plus chargée est toujours la rue Alain avec 685 véhicules heure. Les parts modales sur la place sont réparties de la manière suivante. On a 77% pour les véhicules légers, 6% pour les poids lourds, 2% pour les transports en commun, 13% pour les deux roues motorisées et 1,6% pour les taxis. Concernant les comptages automatiques, le flux le plus élevé en circulation sur la place est celui qui se dirige du boulevard Pasteur vers la rue Alain avec un flux journalier de 14 137 véhicules. Concernant les vélos, donc la Corona-Piste est très utilisée et le flux vélo qui est le plus important est celui qui se dirige vers la rue du Commandant Mouchotte, vers le boulevard Pasteur, où on a à l'heure de pointe du matin 363 vélos par heure. Concernant les piétons, ceux-ci sont majoritairement localisés sur la partie est de la place entre le boulevard Pasteur et la rue Vercingétorix. Et la portion de trottoir sur laquelle le flux piéton le plus important a été observé, c'est le trottoir donc, qui est situé entre la rue du Commandant Mouchotte et la rue Jeanzay, où à l'heure de pointe du matin, on a pu observer 444 déplacements de piétons. Alors, ces études de diagnostic nous ont... Suivante, s'il vous plaît. Nous ont conduit à nous interroger pourquoi une forêt urbaine sur la place de Catalogne. Alors tout d'abord, la place est aujourd'hui principalement dédiée en voiture, ce qui génère du bruit et affecte la qualité de l'air, ainsi que ont montré les études de diagnostic que j'ai présentées précédemment. Également, cette place est très minérale et elle constitue un îlot de chaleur actuellement.
La composition de la place avec la fontaine monumentale, le creuset du temps, qui constitue aujourd'hui un îlot central infranchissable, et la place présente également de larges chaussées qui sont surdimensionnées. Donc, c'est une opportunité de réaménagement de cette place. Également, le sous-sol du site contient peu de réseaux souterrains, principalement le réseau d'égouts, ce qui est une opportunité de planter des végétaux en pleine terre. C'est donc un faisceau convergent à la fois de constat environnemental et d'opportunités techniques qui a conduit au projet de la place de Catalogne. Et l'aménagement d'une forêt urbaine sur la place de Catalogne permettra d'étirer la coulée verte vers Saint-Gétorix pour réaliser un corridor de biodiversité dont la place de Catalogne sera la rotule et assurer le lien vers le futur projet Montparnasse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine. Nous allons désormais parler du concept de forêt urbaine plus en détail. Et cette fois-ci, je vais donner la parole à Amélie Astruc, qui est chef de division études et travaux à la direction des espaces verts et de l'environnement. Merci beaucoup, Lucille. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter quelques éléments de concept sur les forêts urbaines, sachant que Madame Petit et Monsieur Najdowski en ont déjà donné de premiers éléments très exhaustifs. Donc, si on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'une forêt urbaine? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept n'est pas absolument nouveau, puisqu'il a émergé il y a une trentaine d'années, à la fin du XXe siècle, et avec ce principe initial qui permet de désigner une forêt ou un boisement poussant en zone urbaine. Donc, ce concept de forêt urbaine fait son apparition initialement, donc principalement au Canada, mais également dans de grandes villes européennes qui abritent de vastes étendues boisées. Des grandes capitales comme Berlin, Bruxelles, Londres. Ici, vous pouvez voir quelques exemples donc à Montréal au Canada et à Lausanne en Suisse. Ces premiers concepts montrent qu'il a en fait d'une nouvelle forme d'expression du végétal qui donne à voir une ambiance forestière dans un site urbain et en particulier à Paris qui est un espace très minéral. Donc, si on passe à la diapo suivante. Donc, une forêt urbaine, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un aménagement qui est constitué d'une plantation dense d'arbres, mais plus globalement à la fois d'arbres, mais également des autres strates qui accompagnent cette strate arborée, à savoir des arbustes et de la strate herbacée, des fougères, d'autres essences plus basses qui viennent compléter et renforcer cet aménagement forestier. On a tendance à choisir majoritairement des essences qu'on appelle d'origine indigène, c'est-à-dire d'origine locale, et cet aménagement doit être réalisé dans un sol continu, homogène et vivant. Donc, il s'agit de construire en quelque sorte un écosystème complet, vivant, créé en pleine ville. On agit à la fois, enfin non seulement sur la végétation, non seulement sur la faune, mais également sur le sol, qui contient par exemple des bactéries, des champignons. Enfin, il faut avoir en tête qu'il s'agit d'un élément vivant et qui doit pouvoir, un écosystème vivant qui doit pouvoir se développer par lui-même avec peu d'entretien. Comme cela a été dit précédemment, donc en introduction de la présentation, une forêt urbaine, ce n'est pas un parc. C'est un espace dans lequel on accorde davantage de place à la nature, davantage de place au végétal, à la biodiversité et moins peut-être à la diversité des usages. On est vraiment dans un espace naturel où la nature fait un peu plus ce qu'elle veut. Donc, si on passe à la diapo suivante, ça aussi, ça a été déjà évoqué. En fait, on attend des forêts urbaines de grands bénéfices. Des bénéfices à la fois en termes de rafraîchissement, d'ombrage. Effectivement, le fait que ces forêts puissent évaporer l'eau qui tombe et qui s'infiltre et qui ruisselle permet de rafraîchir l'atmosphère. Donc, par exemple, un espace planté de 100 mètres carrés d'arbres peut permettre de faire baisser la température d'1 degré dans un rayon de 100 mètres autour de cet aménagement. Cela est d'autant plus important dans la perspective du changement climatique. Les forêts sont également des puits de carbone puisque naturellement les plantes absorbent le CO2 et permettent de purifier l'air ambiant.
C'est en plus un refuge pour la biodiversité, puisque les forêts urbaines sont propices à l'épanouissement d'une grande variété d'espèces, qu'elles soient végétales et animales, pour peu qu'elles soient évidemment bien conçues, naturelles et développées de manière pérenne. Et puis, bien sûr, elles provoquent l'amélioration du bien-être des riverains et des usagers qui bénéficient directement de l'usage de l'esthétique et de la nature apportée par ces espaces. Pour la diapo suivante, merci beaucoup. Le concept de forêt urbaine répond également à toute une doctrine réglementaire parisienne avec de forts enjeux environnementaux. Elle répond déjà au respect du plan biodiversité 2018-2024 qui vise à préserver et à conforter la faune et la flore régionale en renforçant les trames vertes et les trames bleues. On parlait tout à l'heure du fait que la forêt urbaine Place de Catalogne puisse assurer le lien entre la coulée verte vers Saint-Gétorix et puis l'aménagement végétalisé prévu en commandant Mouchotte. Ces forêts urbaines permettent également de répondre au plan climat parisien, qui a pour ambition de créer 300 îlots de fraîcheur d'ici 2030. Ce concept répond aussi au plan Paris-Pluie, qui cherche à désimperméabiliser le sol parisien pour pouvoir permettre les infiltrations naturelles dans le sol, limiter les phénomènes de ruissellement, notamment en période d'orage, et donc limiter la saturation des réseaux d'égouts et diminuer les risques d'inondation. Et puis, ces concepts sont également développés dans le plan local d'urbanisme, qui vise bien sûr à la protection et au développement des espaces végétalisés. Donc voilà pour ce concept. Je laisse la parole maintenant à Améande Méziani, donc de la direction de la voirie et des déplacements, pour la présentation plus précise du projet. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, concernant les futurs aménagements, donc quel aménagement pour la place de Catalogne? Les réflexions engagées sur l'aménagement de la place de Catalogne ont permis de dégager les premiers principes pour bâtir ce projet. Je vais commencer par évoquer, slide suivante, les éléments qui constituent les invariants du programme d'aménagement. Le premier élément, tout d'abord, c'est le terre-plein central qui est accroché au côté sud de la place. Je rappelle par ailleurs qu'un vœu s'est exprimé par le conseil de quartier Pernetti en juin 2019 à cet effet. Le deuxième élément, donc le terre-plein central ainsi agrandi, accueillera une forêt urbaine. La lisière de la forêt constitue une interface avec la façade, ne sera pas dédiée à des activités commerciales. Autre élément, en termes de circulation, le sens de giratoire sera supprimé pour la mise en place d'un double sens de circulation sur la partie nord, entre Pasteur et Janzé, avec la réduction au minimum de la place de la voiture, et la pérennisation de la piste cyclable Vélopolitain 13 entre la rue Alain et la rue Janzé. Concernant les principes d'aménagement de la forêt urbaine, ils sont illustrés par ces deux schémas qui montrent les différentes possibilités à la fois d'organisation spatiale, de fonctionnement, d'usage et de paysage. Le schéma à gauche montre un principe d'une forêt urbaine dans un esprit plus dense et plus protégé. Le schéma de droite, quant à lui, montre le principe d'une forêt dans un esprit plus perméable et plus traversé, avec des éléments communs pour les deux schémas, donc, que sont notamment le rattachement sur la rive sud, le Vélopolitain 13, le double sens de circulation au nord, le traitement de l'espace entre la rue Janzé et la rue du Commandant Mouchotte, qui est un espace de transition entre la forêt urbaine et la future promenade Mouchotte. Ces principes d'aménagement s'inscrivent dans un processus de progression, d'évolution et des gradations sur plusieurs aspects. On note par exemple dans le cadre par rapport au paysage, donc l'idée c'est de protéger la forêt au début pour permettre sa croissance avec des dispositifs d'aménagement et de protection des plantations qui favorisent à la fois donc sa protection et son ouverture sans enfermer ces espaces dans des clôtures ou des barrières. Autre élément, donc les boisements et les ambiances forestières qui peuvent être différentes, donc certains plus denses, d'autres plus ouverts. Autre élément, donc une idée d'ouverture aussi de la forêt
qui serait donc graduel dans le temps et dans l'espace. Les cheminements et traversées doivent être étudiés tant sur leur nature que dans leur mode de gestion au cours des années. Un certain nombre de ces cheminements peuvent être larges et PMR, donc accessibles aux personnes en mobilité réduite, d'autres plus rustiques, voire naturels. Et puis, le dernier élément, la zone en périphérie, donc entre le cœur de la forêt et le trottoir, pourrait accueillir des usages et être accessible par un cheminement circulaire notamment. Sur la slide suivante, quelques illustrations juste pour montrer les ambiances boisées plus ou moins denses sur les deux images de gauche que pourrait constituer l'idée de cette forêt urbaine place de Catalogne. Et puis à droite, on a l'esprit des différents types de cheminement qui pourraient permettre d'approcher et de traverser la forêt avec des différentes natures et différentes matérialités qu'on voit sur ces images. Pour finir, quelques éléments sur le phasage et les étapes à venir à ce stade. Dès novembre 2021, donc on a le démarrage de travaux de désamiantage du haut de la rue du commandant Mouchotte. Puis en 2022, la suite des travaux avec une phase de préfiguration de l'aménagement intégrant la mise en place du sens de circulation qui est projeté sur la partie nord. Et puis pour les JO de 2024, la livraison de l'aménagement à cette échéance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose à présent de parler des sujets qui vont être portés à la concertation et je reprécise, parce que je l'ai dit au tout début de la réunion, que les questions que vous posez dans le chat, on les reprendra tout à l'heure pendant le moment d'échange. On les regroupera par thématique et on donnera la parole à certains d'entre vous. Donc, je me représente, je suis Lucille Berrotte, je travaille pour l'agence de concertation Très Clair qui s'occupe de la concertation avec notre partenaire La Belle Friche. Donc, nous allons organiser les différents temps de concertation pendant le mois qui arrive autour de la place de Catalogne. Mais tout d'abord, je vais vous parler des thèmes qu'on va aborder pendant la concertation. Alors, c'est évidemment la question de l'aménagement paysager qui va nous occuper en partie. Il y a des questions assez précises sur notamment est-ce qu'on doit réaliser ou pas un quai lisière, c'est-à-dire une zone au bord de la forêt dans laquelle on peut effectuer certaines pratiques, certains usages. Mais c'est une zone végétalisée en bordure de la forêt qui va marquer une limite avec le reste de la place. La question, c'est aussi de quelle largeur, et on parlera de la largeur de plusieurs éléments aussi pendant cette concertation. Et entre autres, également, bien sûr, comment préserver la vue côté Tour Eiffel. Donc ça, je vous cite plusieurs questions, mais tout à l'heure, je vais vous montrer aussi la concertation en ligne et comment ça fonctionne. Pour l'ouverture de la forêt, vous avez vu qu'il y a plusieurs scénarios envisageables. La question principale, c'est de savoir comment on gère au mieux l'ouverture et la traversée de la forêt, y compris la nuit. Est-ce que ça doit être ouvert ou pas? Et si oui, à quelle période de la journée ou de la nuit? Comment concilier l'ouverture de la forêt et le respect du végétal, de la biodiversité et de la nature? Et comment repenser ou penser les usages de cet espace, à la fois pour les personnes de passage, mais aussi pour les personnes qui habitent le site, ou autour du site plutôt. Pour les thèmes, d'autres thèmes, ce sont bien sûr ces usages sur les espaces accessibles au public. Donc, quels usages encourager sur les trottoirs et les zones de passage? Quels usages encourager aussi sur les zones plus de repos? Est-ce qu'on fait des activités sportives ou plutôt de la balade, de la détente? Et quelle place accorder au commerce existant, notamment en termes de terrasses? Alors, je voudrais vous montrer à présent comment on peut donner son avis en ligne. Pendant tout le mois qui arrive, jusqu'à la fermeture de la concertation, nous avons une page dédiée sur id.paris qui est dédiée à la concertation sur la forêt urbaine de Catalogne. Donc, je vais ouvrir cette page tout de suite. Et donc, j'arrête le partage et je me connecte. Hop, donc... Voilà, j'ai cliqué sur le lien
Et là, je vous partage à présent la page de participation sur id.paris. On vous met dans le chat le lien. La consultation est déjà ouverte en ligne et vous pourrez répondre tout de suite après la réunion si vous avez envie. Et pendant plus d'1 mois, jusqu'au 24 novembre. Donc, comment ça se présente, cette consultation en ligne? Il faut créer un compte. Donc, je me suis créé un compte, c'est très simple, hein, il suffit d'avoir une adresse mail, tout bêtement. Et après, on va sur id.paris où le lien voilà, qui est dans le chat, on n'avait qu'à cliquer dessus. Et à partir de là, vous allez tomber sur cette page « Dessinons une forêt urbaine place de Catalogne » ou alors vous allez la retrouver dans l'ensemble des démarches en cours de consultation. Et vous allez trouver d'abord une page de contexte où on vous réexplique la plupart des éléments qui ont été expliqués ce soir pendant la réunion, avec la nature du projet, voilà, la carte de la trame verte par exemple, la question des îlots de chaleur, les opportunités d'aménagement avec la pleine terre, tous les éléments qu'on vient de vous donner. L'explication de qu'est-ce que c'est une forêt urbaine, quels sont ses bénéfices et quels sont les objectifs en particulier du projet sur la place de Catalogne. Donc voilà, vous pourrez vraiment retrouver tous les éléments d'explication. Et ensuite, on vous explique en quoi consiste la concertation, donc les éléments que je viens de citer. Là, vous aurez une petite frise chronologique qui vous redonne les différents moments de la concertation. Voilà, aujourd'hui, on est le 21 octobre. Le prochain événement sera la semaine prochaine pour les commerçants en particulier. Mais je ne vais pas vous donner tout le calendrier parce que c'est Guillaume Durand qui va s'en charger à la fin. Et voilà, une fois que vous avez retrouvé toutes ces informations-là, vous pouvez soit participer en cliquant sur ce bouton ici, ou retourner en haut de la page, partager vos idées. Voilà, il y a plusieurs manières d'y arriver. Donc là, je clique sur « Partager vos idées » et c'est là où je vais pouvoir répondre à un questionnaire. Ça commence par la vision de la place de Catalogne, donc notamment selon les différents modes de transport. Est-ce qu'on est à pied, à vélo, en voiture? Voilà, avec des impressions, est-ce qu'on trouve ça plutôt agréable, facile, désagréable, dangereux, etc. Je ne vais pas passer tout en détail, mais je vous donne un rapide survol des questions auxquelles on peut répondre. Comment je qualifierais la place de Catalogne aujourd'hui? On peut donner des adjectifs ou une courte phrase. Ensuite, la forêt urbaine, qu'est-ce que ça vous évoque comme idée? Et après, on arrive dans le dur du sujet sur notamment la traversée. Est-ce que je pense que ça devrait être traversé à pied? Donc là, je peux donner vraiment mon avis, l'expliquer en quelques mots. Quand est-ce que ça doit être accessible? Et après, on a toute une section vraiment plus détaillée sur les usages. Et par exemple, je vous donne juste un exemple. Par exemple, si je suis d'accord pour l'idée, à propos de l'idée qu'on pourrait faire du sport sur la place de Catalogne, je vais dire oui. Et là, je vais avoir plusieurs types de sports qui sont proposés. Je peux les cocher, en cocher autant que j'ai envie. Je peux même faire des suggestions, d'autres suggestions en plus librement. Donc voilà, pour chacune de ces catégories-là, vous avez des propositions plus détaillées qui sont proposées. Donc, vous pouvez cocher ce qui vous inspire. Pour les aménagements, on a des questions un peu plus précises. Alors, par exemple, le quai lisière dont je parlais tout à l'heure, je pense que c'est un peu plus parlant avec un schéma. Donc là, par exemple, on aurait la forêt de ce côté-là à droite, un petit mur de protection et ici, un quai lisière où on a déjà de la végétation, mais aussi du mobilier pour s'asseoir, par exemple. Donc voilà, c'est ça le concept du quai lisière et on vous demande à quoi ça peut servir. Il y a aussi la question éventuelle d'un belvédère. Voilà, donc pour ces éléments. Après, il y a un moment beaucoup plus libre d'expression écrite. Vous pouvez imaginer à quoi ça ressemblera la place de Catalogne dans une vingtaine d'années. Et ensuite, si vous avez envie, vous pouvez nous donner plus d'éléments sur votre profil et quels usages vous avez déjà de la place. Est-ce que vous habitez pas loin? Est-ce que vous l'utilisez parce que vous travaillez dans le quartier? Quand est-ce que vous fréquentez la place? Voilà. Nous, ça nous permettra d'avoir plus d'informations sur vos besoins et vos usages actuels. Voilà, en gros, aucune de ces questions n'est obligatoire. Et on n'a pas encore ouvert la dernière page parce que alors, on a la page des résultats. On vous expliquera une fois que ce sera terminé
quels ont été les résultats de la consultation. Et on va rajouter à partir de la semaine prochaine probablement une page aussi de ressources où vous retrouverez notamment les comptes rendus des différentes animations qui auront eu lieu pendant la concertation. Voilà, donc j'espère que c'était clair en termes d'explication et je vous invite vraiment à participer, à donner votre avis sur le site et vous avez 1 mois pour le faire, donc ça laisse un peu de temps, c'est pas très très long, ça prend pas beaucoup de temps pour répondre. Je reviens sur le support de présentation. Voilà. Et tout de suite, on va passer aux questions et réponses. Alors, j'ai mon collègue qui m'a fait un petit récap des différentes questions qui ont été posées depuis le début de la réunion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ces questions et je vais les adresser aux personnes qui ont parlé du sujet, mais potentiellement, les autres personnes qui ont déjà pris la parole pendant la réunion peuvent aussi intervenir. Mais a priori, je vais plutôt poser certaines de ces questions. Voilà. Donc, par exemple, plutôt à destination de Karine Bonnefoy sur les questions de qualité de l'air, sur le bruit, sur le diagnostic, sur la pollution, de manière générale. Il y avait des détails qui vous étaient demandés sur est-ce que ces données ont été récoltées avant ou après l'arrêt de la fontaine et où étaient placés les capteurs. C'est très précis comme question. Il y avait un commentaire qui disait que le placement d'un capteur dans une zone peu polluée pouvait influencer les résultats au lieu de les avoir mis dans la rue Alain. Est-ce que vous avez plus d'informations, Karine, là-dessus? Oui, alors les études de diagnostic, elles ont été réalisées au cours de l'année 2021. Pour la pollution sonore, c'était entre février et mars. Pour les études de qualité de l'air, c'était au mois de mars. Et les études de circulation, c'était au mois de juin. Voilà. Et après, on a aussi utilisé des données plus anciennes que nous avions, pour, notamment sur les comptages, pour vérifier que les données étaient cohérentes. Pour l'installation des capteurs, on a essayé d'être aussi le plus exhaustif possible. Par exemple, pour les mesures de bruit, il y en avait 2 sur la zone la plus circulée et 1 sur la zone la plus calme. Pareil pour les mesures de qualité de l'air. Ok. Merci beaucoup. Alors, je remonte dans les questions. Sur la pollution lumineuse, on n'en a pas forcément parlé. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors, sur la police, non, nous n'avons pas fait de mesures d'éclairement. Alors, on a fait bien sûr un diagnostic éclairage public. L'éclairage public, il est relativement ancien sur la place. Les sources n'ont pas été renouvelées au titre du plan climat, donc ça fait partie de notre projet d'aménagement. Je n'ai pas d'études d'éclairement sous les yeux, mais je ne pense pas que les niveaux d'éclairement soient trop importants, d'autant que l'éclairage de la fontaine n'est plus en fonction. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou un de vos collègues qui pourrait éventuellement en dire un petit peu plus sur l'aménagement de la rue Mouchotte à venir. Alors, l'aménagement de la rue du Commandant Mouchotte fait partie du grand projet Montparnasse de plus de 10 hectares qui est en train de mûrir. Donc, à ce stade, nous n'avons pas plus de précision sur l'aménagement de la rue du Commandant Mouchotte, si ce n'est que, bien sûr, il sera cohérent avec notre projet et celui de Montparnasse en général, et que les objectifs poursuivis sont les mêmes, notamment une végétalisation et une pacification importante de la voie. Peut-être si l'on peut dire un petit mot sur l'aménagement à rue du Commandant Mouchotte. Donc c'est un aménagement qui sera bien plus tardif, puisqu'effectivement, ça sera dans le cadre du grand projet Maine-Montparnasse. L'idée, c'est d'avoir sur cette rue beaucoup moins de place aux voitures et beaucoup plus pour les piétons, notamment, avec donc ce qui s'apparente plutôt à une promenade plantée. Les plans définitifs ne sont pas du tout faits, puisque c'est dans assez longtemps, mais je pense que le concept, c'est un peu ce qu'il y a actuellement boulevard Pasteur, vous voyez,
le boulevard Pasteur qui a été refait. Donc, il y a une place pour les piétons au centre, des arbres de chaque côté, et puis les voies voitures, vélos encore plus sur les côtés. Donc, ça devrait limiter assez grandement aussi le trafic, puisque, in fine, par contre, la rue du départ, elle, sera interdite à la circulation automobile hors livraison. Et puis, il y aura tout au long de cette promenade plantée des espaces aussi pour stationner pour les piétons. Voilà, des petits, il y aura peut-être des jeux, il y aura peut-être des agrès sportifs, il y aura peut-être des bancs. Ça sera aussi à concerter. Mais voilà, l'idée, c'est en tout cas de redonner une grande place à la nature pour pouvoir en fait continuer d'étirer la coulée verte jusqu'à la tour. En fait. Et complément, j'ai 2 compléments par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, dans le cadre du projet urbain Maine-Montparnasse, nous espérons pouvoir revenir dès le début de l'année 2022 pour présenter les premières grandes orientations sur l'ensemble de l'espace public. Donc, la rue du Commandant Mouchotte, telle qu'elle est esquissée et dessinée, elle tient justement compte de l'avenir de la rue du Commandant Mouchotte. Et on espère, en tout cas c'est ce qu'on portera et on verra si techniquement c'est possible, que la rue du Commandant Mouchotte soit la première rue qui serait potentiellement possible d'aménager dans le cadre de ce projet urbain Maine-Montparnasse. Et ensuite, sur le côté nord, enfin, de bloquer, enfin, de fermer la circulation côté nord, il ne vous a pas échappé qu'on est aussi proche d'une gare, proche d'un grand hôtel, proche d'un centre commercial, et qu'il était beaucoup plus compliqué, enfin, il était même impossible, en fait, aussi par rapport à ce qu'il y a dans la ville, hein, de pouvoir fermer ce côté nord et de privilégier le côté sud de la place. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je vais continuer à les lire. Il y a une question sur le fait de ne pas pouvoir réparer la fontaine. Et pourquoi le choix de ne pas réparer la fontaine? Je l'ai exposé au début de la présentation. La fontaine, elle a connu malheureusement beaucoup de difficultés de fonctionnement depuis le jour même de sa mise en eau, puisqu'elle ne fonctionnait pas comme elle aurait dû le jour de son inauguration. Donc, les services techniques de la ville de Paris ont multiplié les études et les travaux, y compris importants sur le plan financier, pour réparer au mieux cette fontaine, mais ça n'a pas été concluant. Et devant le gouffre financier engagé, d'autres choix ont été faits dans les années 2010. Alors, il y a une personne qui demande de recevoir les données chiffrées. Évidemment, il y a un compte-rendu qui va avoir lieu pour la réunion, donc vous retrouverez tout ce qui a été expliqué en fait dans ce compte-rendu. Donc, si vous avez loupé des données précises, ce sera retrouvable dans le compte-rendu. Alors, est-ce que la rue du Château sera piétonne ou non? Peut-être on peut demander à Méziani. Oui. Alors, dans le cadre de l'aménagement de la place de Catalogne, effectivement, le rattachement du terre-plein central sur la rive sud propose d'offrir une zone piétonne assez large sur toute la partie sud qui comprend également la rue du Château. Donc, elle serait effectivement piétonnisée. L'accès aux 2 parkings qui se trouvent au sud vers la place de l'Abbé sur la partie sud seront autorisés uniquement pour les riverains qui accèdent à ces 2 parkings. Et sinon, le reste de la place sera rattaché à l'aménagement de la place de Catalogne pour former ce grand espace piétonnier sur toute la rive sud, y compris à travers le Porche pour rejoindre la place Azem qui est en contact de la coulée verte. Alors, on me demande d'arrêter la présentation. Peut-être juste pour préciser. Alors, on ne vous entend plus, Guillaume Durand. Pardon, oui, pour préciser ce que dit Miranda, elle sera piétonnisée jusqu'à l'intersection avec la rue de l'Ouest. Et ce sera juste une circulation réservée aux vélos et aux livraisons, puisqu'on a des restaurants dans cette section-là, et l'accès au parking de voitures individuelles qui est là-dedans. Donc, pour le coup, ça sera très apaisé, mais par contre, au-delà, on continue à pouvoir circuler à rue du Château. Alors,
Est-ce qu'on donne la parole peut-être à quelqu'un directement? Alors, je cherche... Oui. Quelqu'un qui a la main levée, voilà. Alors, je ne le vois pas, en fait. Je ne vois pas cette personne. Ah, monsieur Macheras, Jean Macheras, je vous donne accès au micro. Voilà. Alors, je n'ai pas encore réussi. Est-ce que vous pouvez maintenant ouvrir votre micro, monsieur, en cliquant sur activer le son? Donc, Oui, voilà, d'accord. on vous entend. Bonjour. Bonsoir. Alors, d'abord, il faut vraiment se féliciter de la principale décision la plus intéressante, c'est effectivement le raccordement de la partie sud, le raccordement à la coulée verte de la partie sud comprise entre la rue Alain et la rue du Château. Et ça, c'était le vœu, le principal point du vœu qui avait été prononcé par le conseil du quartier Pernetti. Bon, alors, j'avoue que j'ai un petit regret qu'on abandonne complètement l'idée d'une fontaine. Hein, l'idée d'une fontaine, c'était très bien. On n'était pas obligé de garder cette fontaine-là, mais l'idée d'une fontaine avec un plan incliné, c'était quand même assez génial. Je me rappelle avoir vu les enfants jouer là-dessus, c'était très ludique. L'aspect ludique disparaît complètement. Bon, c'est un petit peu dommage. Et enfin, je voudrais poser la question. Oui, vous n'envisagez pas de concours d'architectes sur tout cet ensemble, hein, place de Catalogne, mais aussi les entrées de ces principales rues, boulevard Pasteur, rue du Commandant Mouchotte, rue Jean Zay, comment dire, la rue du Château, voilà, et puis éventuellement même la rue Guilleminot qui est un peu plus loin. Voilà, il n'y a pas de, vous n'envisagez pas, parce qu'un concours d'architecte c'est bien parce que ça fait causer aussi, hein. Ça fait causer, ça donne des idées qu'on n'a pas forcément nous. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Est-ce que certains intervenants veulent prendre la parole? Moi, enfin, je vais répondre sur le concours, enfin, l'idée de concours et de cohérence en termes d'aménagement et de paysage urbain. D'abord, la partie Mouchotte jusqu'à Janzay, et puis rue du Départ, etc., a fait l'objet d'un concours même international, hein, pour le réaménagement de l'ensemble de ce quartier. Donc, il est en cohérence, donc, ce projet de la place de Catalogne avec ce concours. Ensuite, dans les équipes de la ville, il y a des gens très qualifiés, voilà, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, qui produisent aussi un travail de grande qualité. Et puis, pour répondre à Jean Macheras également, sur la rue Guilleminot, sur l'ensemble de ces rues, la rue du Château, etc., ça a fait l'objet, donc c'est pour ça qu'on essaye de tenir tous les petits bouts de la cohérence de l'ensemble dans le cadre de la démarche Embellir, où justement, là, on essaye de justement renforcer et de développer ces trames de paysage urbain, de continuité piétonne, cycliste, et de tenir compte aussi des besoins de logistique que comprend une ville et un arrondissement dans Paris. Alors, on va essayer de respecter la parité dans les interventions. Donc, je vais proposer à Sylvie Boudoulec de prendre la parole. Alors, je vous réactive l'accession au micro. Voilà, est-ce que vous pouvez... Voilà, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je représente le collectif COCA. Je ne parle pas en mon nom propre. Qui est sur le quartier Pernetti-Plaisance essentiellement. 3 questions. Une première question purement technique. Quelles sont les dimensions de la forêt qui semble être décidée? La concertation porte sur des aménagements secondaires. Quelles sont les dimensions et la surface, s'il vous plaît? Est-ce que ce serait possible de le savoir?
La deuxième question, c'est quid de la rue de l'Axe Alain vers Saint-Gétorix, qui nous préoccupe depuis plusieurs années. Supprimer le sens giratoire ne changera rien à la situation de Alain vers Saint-Gétorix. Quand Madame Bonnefoy nous a donné les chiffres tout à l'heure, évidemment, on ne pouvait pas tout noter, d'où notre demande d'avoir les données chiffrées. Ce qu'on a quand même observé, c'est que quand elle a dit que ça se passait mieux quand on descendait vers la coulée verte, en fait, ce qui était jaune et vert sur la droite de la rue Alain, c'est les voies ferrées. Donc effectivement, le rapport, la pollution sur les voies ferrées est extrêmement faible, fort heureusement, parce qu'on est passé du diesel à l'électrique. Ça ne change strictement rien sur la rue Alain. Et le passage de la place de Catalogne à la rue Alain, à la rue Vercingétorix, même si on peut observer que la pollution se dilue en descendant vers le sud sur la rue Vercingétorix, n'empêche pas qu'il y ait des fortes pollutions à certains moments. Elle l'a d'ailleurs dit, pollution supérieure aux recommandations de l'OMS. Donc, quid de la rue Alain Vercingétorix? Pour nous, ça n'apporte aucun bénéfice. Même s'il y a quelques arbres, parce qu'au total, nous, on a été mesurer la surface, il faut quand même vous le dire, ça fera quand même pas beaucoup d'arbres et beaucoup d'arbustes. Pour lutter contre la minéralisation, c'est un premier pas dont on peut se féliciter. Mais en même temps, ça fera pas grand-chose par rapport à l'ensemble. Je pense qu'on peut le repérer. On pense qu'on peut le repérer par rapport à des réalisations dans d'autres villes de taille un peu similaire. Donc, ça fera quelques progrès, mais très peu, et en particulier pas sur cet axe-là. Le troisième, c'est on voudrait reposer la même question que les Mouchotiens, c'est-à-dire quel est le lien entre la réunion qui a eu lieu hier soir et la circulation des camions, les fameuses 65 camions, et se dire que de toute façon, ces camions, quand ils vont être en place, quand l'espace Gaîté sera terminé, mais par où partiront-ils? Essentiellement par la rue Alain. Donc, on va renforcer le flux qui déjà embouteille la rue Alain à certaines heures par l'ensemble des flux de camions qui vont graviter et qui vont partir du centre Gaîté. Donc, c'est la troisième question. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vais peut-être laisser Amélie Astruc parler de la surface de la forêt. Oui, bien sûr. Voilà, je réactive votre micro. J'avais un petit problème de micro sur les données chiffrées. Je laisse la DDD parler, qui a plus la connaissance précise des chiffres. Oui, je vais répondre sur la question de la surface. Donc, la forêt serait d'une surface d'environ 2200 mètres carrés et l'envergure de l'espace, si on veut avoir un élément de repère, c'est que la fontaine fait 50 mètres de diamètre et l'espace récupéré de ce rattachement est d'à peu près d'une envergure de 75 mètres jusqu'à la façade. Donc, on a un espace qui comprend à la fois la forêt et l'interface, le trottoir et l'espace d'interface entre la forêt et la façade sud, qui est à peu près de 75 mètres. Sur les autres éléments des questions de madame. On peut compléter, si vous voulez, Lucille, sur la question des fameux camions. D'accord? Donc, les fameux camions. On a eu une réunion hier soir avec les habitants du quartier, que vous pouvez d'ailleurs tous et toutes revoir sur le compte Facebook de la mairie du 14e arrondissement. Du coup, les 65 camions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de camions lorsque, avant les travaux du centre commercial Gaîté et de l'hôtel, il y en aura autant. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc oui, à un moment donné, ces camions vont donc revenir. Tout a été présenté et tous les documents seront en ligne sur le site de la mairie du 14e arrondissement. Enfin, les plans de circulation de ces camions qui ont été présentés hier, de tous les besoins logistiques et de l'hôtel. Et donc, ce n'est pas la peine de dire que c'est faux, hein, parce que ça a été dit hier. Tous les éléments par rapport au plan de circulation ont été présentés. Vous aurez, le principal axe sera l'avenue du Maine et le boulevard Pasteur en arrivée de livraison, avec un circuit, avenue du Maine, boulevard Pasteur, avenue du Maine, Commandant Mouchotte,
boulevard Pasteur, Catalogne, Janzay vers Saint-Gétorix. Et vous avez en sortie, la grande majorité des livraisons sortiront par l'avenue du Maine à 60%, 30% partiront par le boulevard Pasteur et 10% par la rue Alain. Donc les choses sont extrêmement précises. On a fait cette réunion hier soir. Vous pouvez tous la revisionner et accéder à ces documents. Ça a été très, très précis de ce point de vue-là. Si vous permettez, je voudrais apporter quelques éléments complémentaires en termes de réponse aux questions qui ont été portées sur le pourquoi le principe d'une forêt urbaine. Et qu'est-ce qui est mené à la concertation. Ce que la mairie de Paris et la mairie du 14e arrondissement assument, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, la place de Catalogne est une place minérale et que nous souhaitons la transformer en une place qui soit végétale. Donc, ça a été présenté tout à l'heure. Donc, on est sur un îlot de chaleur urbain. On est également sur un aménagement qui a été pensé dans les années 90, à une époque, voire peut-être même avant, à une époque où on ne se préoccupait pas de la question du changement climatique et où on n'était pas confronté à la réalité du changement climatique tel qu'on la vit désormais. Et donc, par ailleurs, on a aussi, depuis plus de 20 ans, une fontaine qui ne fonctionne pas et qui avait été également donc, pensée à une époque où on regardait moins sur les aspects économiques et sur les aspects écologiques. Donc, le choix de passer d'une fontaine à la forêt urbaine est motivé à la fois par des raisons économiques, les coûts de fonctionnement étaient extrêmement importants, et pour des raisons écologiques, parce que la consommation énergétique en matière de consommation d'eau était également extrêmement importante. Donc aujourd'hui, on est dans un projet qui cadre davantage, on va dire, avec ce qu'est aujourd'hui la vie en ville et les aspirations de la vie en ville. C'est un projet qui est plus basé sur la sobriété et sur la végétalisation, avec l'objectif de rafraîchir également donc l'atmosphère, de mettre aussi de la présence végétale, qui apporte aussi un agrément, agrément, je dirais, qui est encore plus augmenté en cette période Covid ou post-Covid, où on a vu aussi que le besoin de nature et le besoin de tout le bien-être qu'apporte le végétal en ville était aussi quelque chose qui était recherché par les citadins. Et donc ce projet, donc nous assumons de dire que on végétalise massivement la place de Catalogne pour la transformer et pour faire en sorte qu'elle réponde davantage aux aspirations des citadins d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a des discussions qui sont mises à la concertation, la lisière, la question des reports en matière de circulation, comment on traite tout ça, comment on organise d'autres sujets comme les livraisons ou autres. Voilà. Donc tout ça, évidemment, ça relève, je dirais, des choses qui doivent être regardées finement à travers différentes réunions avec les commerçants, avec les conseils de quartier, ce soir à l'occasion du lancement de la concertation. Mais voilà, il y a une orientation générale qui est assumée par la ville de dire que ici, on va planter plusieurs centaines d'arbres et que l'on va végétaliser massivement la place de Catalogne avec une transformation qui est assumée de cet espace pour tout simplement nous adapter aussi à ce qu'est aujourd'hui la ville du XXIe siècle. Merci. Je vais donner la parole à quelqu'un qui lève la main depuis un petit moment, c'est Abel Guggenheim. Donc je vais activer votre micro. Hop. Voilà, on m'entend là? Oui. Bonjour. Madame la maire ne sera pas surprise de me voir puisque ça fait longtemps que je lui parle de la place de Catalogne. Et j'en profite pour mettre dans le chat le lien vers un article que j'ai écrit il y a à peu près un an qui proposait une réorganisation de la place de Catalogne. À l'époque, il n'était pas question de forêt urbaine, mais ça va un peu dans le même esprit.
Simplement, il se trouve que ça fait longtemps que j'essaye de professer euh, que les ronds-points, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'endroits à Paris, des petites places comme des grandes places, où on neutralise une partie centrale, minérale, et qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut, comme ici, place de Catalogne, faire passer toute la circulation à double sens sur un des côtés de la place. Alors, ça a été fait à un certain nombre d'endroits, ça a été fait il y a longtemps. Place d'Hôtel de Ville, où beaucoup de gens ne savent pas qu'avant, c'était un espèce de rond-point, les voitures tournaient devant l'Hôtel de Ville et que c'est un jour devenu un parvis, et à l'époque c'était Jacques Chirac qui était maire. Ça a été fait place de la République sous le mandat de Bertrand Delanoë. Alors sans doute trop minéral là, puisque c'était une époque où la demande de végétalisation des citoyens était moins forte qu'aujourd'hui, mais place de la République on voit, c'est-à-dire qu'avant c'était un autodrome avec des voitures qui tournaient autour d'un vaste espace qui était complètement neutralisé, et depuis cet espace il est tout le temps vivant, avec sur un côté des skaters, sur un autre côté souvent des manifestations organisées ou spontanées. Et là, je trouve que le projet, c'est pas comme ça que moi je le voyais, mais je trouve très très bien l'idée d'une forêt urbaine, d'autant plus que si j'ai bien compris ce qu'on nous dit depuis un moment, il y a peu d'endroits à Paris où on peut planter des arbres, il y a une forte demande des citoyens, et qu'en particulier ici, alors il y a un paradoxe, c'est que c'est grâce au projet d'autoroute urbaine, c'est écrit dans l'article où j'ai mis le lien, c'est grâce au projet avorté, heureusement avorté d'autoroute urbaine, qui a neutralisé une partie des bâtiments, qu'on se retrouve avec un espace sur lequel il y avait avant des bâtiments, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infrastructure urbaine de type rue. Et donc c'est pour ça qu'on trouve un espace dans lequel on va pouvoir planter des bâtiments. J'en profite pour dire que Jean Macheras, qu'on a entendu tout à l'heure, est une des personnes grâce auxquelles ce projet d'autoroute urbaine, il y a déjà longtemps, a été évité, puisqu'il faisait partie des gens qui sont opposés avec vigueur au projet de radial Vercingétorix et d'autoroute A14 qui devait rentrer dans Paris. Donc moi j'accueille avec énormément de plaisir cette initiative. Je vais poster dans le site dont vous avez donné tout à l'heure le site. Et j'invite tout le monde à le faire. Je vois avec un peu de tristesse dans le chat un certain nombre d'interventions extrêmement négatives, enfin, visiblement des gens qui n'ont envie de participer qu'en critiquant toute initiative. Je pense qu'il y a dans l'initiative citoyenne des choses à faire. Hein. Je sais, j'ai embêté Mme Petit longtemps dans des réunions en allant lui parler de la place de Catalogne, y compris dans des réunions où c'était un petit peu hors sujet, je le reconnais. Et je pense qu'on peut, petit à petit, que les citoyens ont la capacité de faire évoluer les choses. Et donc, j'accueille avec beaucoup de plaisir ce projet et je souhaite qu'il soit mené à terme. Et je remercie également Christos Najewski qui, autant dans ses anciennes responsabilités au déplacement que dans ses nouvelles responsabilités aux espaces verts, participe à l'amélioration de la ville. Merci, monsieur. Oui, toutes mes excuses, j'ai fait une erreur de manipulation d'enregistrement, donc c'était ma faute, le petit bruit intempestif. Je ne sais pas si il y a des réactions du côté des intervenants à cette intervention. Si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, vous pouvez lever la main. Alors, comment faire? Moi, je n'ai pas forcément les mêmes options que tout le monde. Mais normalement, en cherchant dans les options, vous pouvez lever la main. Alors, on essaye de respecter la parité homme-femme dans les prises de parole. Donc, idéalement, je voudrais donner la parole à une femme. Mais je ne suis pas capable de déterminer le genre des personnes qui lèvent la main, malheureusement. Donc, je vais prendre au hasard. Du coup, je vais prendre De Louvain qui levait la main depuis un petit moment. Et normalement, vous pouvez réactiver votre micro. De Louvain.
Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, je vais peut-être donner la parole à une autre personne, Claudette R, du coup. Est-ce que vous êtes prête à prendre la parole? Oui, bonsoir. Merci. Merci de me donner la parole. Merci pour cette présentation. Merci pour ce projet vraiment très intéressant. Je fais partie du conseil de quartier Montparnasse-Raspail et je m'occupe de la commission qui suit tous les projets urbains en très grand nombre sur ce tout petit quartier. On connaît bien, on est plusieurs dans la commission, on connaît bien tous ces projets. Celui de la forêt est un excellent projet. Pour ma part, je l'avais même proposé à d'autres endroits du quartier Montparnasse d'ailleurs. Pourquoi pas étudier cela aussi. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est qu'avec la reconfiguration du quartier à la fois pour les projets urbains et aussi par le nouveau plan de circulation induit par toutes les choses bénéfiques par ailleurs qu'on nous propose dans ce quartier, eh bien, ce sont toujours les 3-4 mêmes rues qui deviennent, comment dire, dont les habitants se retrouvent lésés, défavorisés par rapport à d'autres rues qui sont davantage favorisées. Et sur le plan de la pollution sonore, de la pollution de l'air également, puisque tous les flux de circulation sont privilégiés, enfin détournés de façon privilégiée vers certaines de ces rues-là, dont la rue Mouchotte, évidemment, qui est extrêmement impactée. Donc, voilà, pourrait-on envisager des projets où les conséquences négatives, notamment en termes de pollution de toutes sortes, soient réparties un peu sur tous les habitants, en fait, puisque même avec le projet urbain Montparnasse qui se dessine avec des plantations d'arbres dans la rue, voilà, ça ne va pas changer le fait que les circulations sont vraiment majoritairement reportées vers ces rues-là et toutes les nuisances également. Voilà, c'est une demande que le conseil de quartier et les habitants formulent depuis longtemps et avec force ce soir aussi. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, madame. Je laisse réagir. Oui, on va répondre là-dessus parce que c'est intéressant. Là, le plan de circulation modifié, finalement, au-delà de la question du fer à cheval au nord plutôt que d'un rond-point, c'est de supprimer finalement l'accès de la rue du Château à la place de Catalogne et vice-versa. Mais les voitures qui voulaient qui voulaient arriver par la rue du Château, elles n'iront pas forcément prendre Mouchotte. Il y aura d'autres itinéraires, notamment quand on sait que la rue du départ sera complètement interdite aussi aux voitures. Et au-delà de ça, la rue Mouchotte, on a évoqué tout à l'heure, parce que ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, mais on a quand même fait la prévision sur la suite. Quand on limite grandement le nombre de voies de circulation pour voitures sur la rue du commandant Mouchotte pour mettre une promenade plantée, il y a quand même moins de voitures qui passent rapidement, ça limite la vitesse. Et on sait qu'aussi, une des grosses causes de bruit, c'est les accélérations, notamment des deux roues motorisées, mais aussi la vitesse. Donc, typiquement, moi, j'habite à rue du Général Leclerc. Je vous assure que depuis qu'il y a une seule file de circulation pour voitures, il y a moins de bruit, très clairement. Donc, très honnêtement, je ne crois pas que les aménagements prévus et sur Catalogne et sur la rue du commandant Mouchotte à terme viennent alourdir les questions de pollution sonore. Et puis, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Quand on limite la place de la voiture et que les plans de circulation deviennent plus compliqués, eh bien, il y a aussi des voitures qui vont passer par ailleurs, notamment quand c'est une question de grands axes et que c'est des gens qui vont d'un point à un autre qui sont plus éloignés que de la desserte locale. Donc l'idée, c'est bien qu'à la fin, on n'ait que de la desserte locale qui prenne la rue du commandant Mouchotte et qu'on n'ait pas des trafics de transit pour remonter ensuite vers le 6e et ainsi de suite. Donc on a bien ça en tête et par la même occasion quand même, la déminéralisation en termes de bruit également et en termes de pollution, les arbres sont à la fois des capteurs de CO2 et des bitumés, ça permet de moins faire résonner les bruits que la chaussée en dur. Normalement quand même, on devrait observer une baisse de ces deux types de pollution. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à 6B. Voilà. Je vous donne la parole en activant le micro.
Normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro. Oui, Merci. vous m'entendez? On vous écoute. D'accord. Bonsoir. Oui, j'ai posé plusieurs questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse. Je voulais savoir déjà si des animaux se logeaient dans cette forêt. Quid de ce qu'on en ferait? Par exemple, on a eu des places avec des lapins qui se sont multipliés par centaines à Paris. Et bah, ça peut très bien arriver aussi. Et il peut y avoir aussi d'autres animaux qui viennent se mettre dans cette forêt. Et donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'enfuir soit sur la voie publique, soit dans le reste aux alentours. Donc voilà, qu'est-ce qui est prévu? Et j'avais aussi une question de savoir s'il y aurait la possibilité de promener les animaux, voilà, les chiens, les chats, etc. Allô? Vous m'entendez? On vous entend. Alors, je laisse peut-être... Bah, peut-être que Christophe voudra répondre sur la faune, parce qu'en fait, c'est aussi le but de ces forêts urbaines, hein. On l'a dit, c'est pas un parc. Donc le but du jeu, c'est pas qu'on aille s'y promener fréquemment, y rester, c'est plutôt qu'on puisse l'observer de l'extérieur. Et bon, la question de la traversée est posée à la concertation. Donc là, ça sera vraiment dans le cadre de la concertation qu'on discutera de la traversée. Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est que le jour? Est-ce que c'est pas les 5 premières années parce qu'il faut protéger le développement de la forêt et ensuite ce sera possible? La question de l'accès aux chiens est à poser également. On sait que c'est effectivement très agréable aussi, mais ce qu'il faut bien se dire quand même dans cette forêt urbaine, c'est que l'ensemble ne sera pas accessible. Donc on ne pourra pas, par exemple, lâcher les chiens sans laisse dans la forêt et espérer qu'ils reviennent, parce que ce sera vraiment une végétation qui sera très, 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 très dense. Et ne serait-ce que physiquement, en fait, on ne pourra pas rentrer dans la forêt. Après, sur la question des animaux plus généralement, peut-être que je laisserai Christophe répondre, mais le but du jeu, c'est qu'à la fois, on ait aussi une faune qui se développe, parce que le retour de la biodiversité, c'est un enjeu majeur de ce siècle et en termes de vie résiliente. Donc, c'est important qu'on puisse avoir, par cette densité et cette biodiversité, des nouveaux animaux aussi dans cette forêt. D'accord. Oui, pour compléter les propos de mon collègue Guillaume Durand, peut-être faut-il repréciser ce qu'on entend par forêt urbaine. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation, une forêt urbaine, c'est une micro-forêt en réalité, et c'est plutôt des plantations assez denses d'arbres et d'arbustes, avec, compte tenu du fait qu'on est dans un milieu urbain et qu'il y a une pression humaine très forte, ce qu'on appelle une mise en défense, à savoir donc le fait de laisser des zones inaccessibles. Alors, on peut les laisser inaccessibles, notamment en fabriquant des lisières ou autres naturelles qui vont naturellement donc, faire en sorte que certains endroits ne seront pas piétinés, que ce soit par les humains ou par des animaux de compagnie, par exemple. Ceci étant, on peut se balader en bordure de cette lisière. Donc, c'est-à-dire que la question, par exemple, de la traversée, c'est une question qui est aujourd'hui ouverte. Donc, c'est-à-dire notamment le fait de pouvoir faire une traversée nord-sud de la place, qui est aujourd'hui inexistante. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable, d'autant plus que c'est le principe du raccordement qui a été de la place de Catalogne au sud, au niveau de la coulée vers Saint-Gétorix, qui a été acté suite au vote d'un vœu par le conseil de quartier de juin 2019. Donc, on est bien dans l'idée de faire en sorte que ce qui est aujourd'hui une place infranchissable puisse l'être demain, même si la forêt en tant que telle ne sera pas accessible. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui ne seront pas accessibles au public, mais on pourra être en bordure de ces parties. Donc, voilà un peu le principe. Ensuite, sur la présence d'animaux, bon, bah, écoutez, c'est forcément, peut-être, il va y avoir une biodiversité qui va se développer. Quelle sera-t-elle? Nous ne le savons pas forcément aujourd'hui, mais le retour de la biodiversité est plutôt un bon signe. Il se trouve que on a des hérissons, on a des renards dans nos parcs et jardins, voilà. Donc, on en a au Père-Lachaise, par exemple. On a aussi donc toute une faune qui existe dans nos parcs et jardins, et celle qui pourra donc aussi se développer dans ces forêts urbaines, eh bien, contribuera aussi à une biodiversité accrue
au cœur de la capitale. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Frédéric Salmon. Hop, normalement, Oui, vous devez pouvoir activer votre micro. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, très, très importante, puisque la place de Catalogne était un échangeur routier, disons, lié à l'origine à la radiale Vercingétorix, qui a disparu, mais c'est en tant qu'habitant de la barre Mouchotte, le long de la rue du commandant Mouchotte, que je pose ma question qui est au fond une préoccupation. Alors, cette préoccupation est la suivante. Monsieur Méziani a employé les termes de promenade Mouchotte. Et par ailleurs, monsieur Guillaume Durand a bien expliqué que la rue du commandant Mouchotte, désormais, devrait être, dans ce projet, devrait être apaisée et donc qu'il n'y aura pas une voie de circulation automobile, comme dans le scénario initial de la radiale Vercingétorix, bien sûr, mais au contraire, presque uniquement une circulation d'automobiles pour la desserte locale. Alors, je voudrais poser ma préoccupation dans ce cadre-là, c'est celle de l'aménagement des trottoirs. Parce que dans le cadre de la concertation, fort bien faite d'ailleurs, qui a eu lieu avec Unibail Rodamco et Eiffage Travaux, il nous a été dit que le calendrier prévisionnel d'aménagement des trottoirs du côté de l'hôtel Pullman, hein, en face de chez nous, la barre Mouchotte, que ces trottoirs seront libérés de l'emprise actuelle due aux travaux à la mi-2022. Et donc, je pose la question suivante. Est-ce que cette libération heureuse pour nous des trottoirs va être compatible avec le calendrier de la rue du commandant Mouchotte lié à l'opération, à la grosse opération d'aménagement de la tour Montparnasse et de ses abords? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un temps mort durant lequel il y a des travaux d'aménagement des trottoirs à la sortie de l'hôtel Pullman, et puis ensuite de nouveaux travaux pour aménager de manière définitive cette rue du commandant en Mouchotte. Voilà, sachant que globalement, bien entendu, je rejoins ce qu'a dit en particulier M. Guggenheim. Tout cela, c'est des projets qui répondent vraiment aux préoccupations des habitants. Mais la période de travaux et la période transitoire pour arriver à cet idéal en perspective est évidemment parfois un petit peu pénible. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'on laisse la mairie du 14e répondre ou monsieur Méziani? Pour rappeler en termes de séquence, en fait, en effet, mi-2022, au printemps 2022, le trottoir côté hôtel rue du commandant Mouchotte sera terminé et l'ensemble sera livré puisqu'il sera fonctionnel. Je rappelle les grandes dates. En janvier, l'hôtel réouvre. En février, la partie des logements, février-mars, la partie des logements et des bureaux de
de l'ensemble va être également en mise en fonctionnement. Et ensuite, en avril, mars-avril, ouverture du centre commercial. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que mi-2022, l'ensemble des trottoirs qui bordent le centre commercial et l'hôtel seront donc libérés. Et l'ensemble des travaux, et ça, je crois que voilà, les services de la ville vont bien le vérifier et le font déjà de manière totalement constante depuis un certain nombre de temps et d'années, vérifieront que ces travaux sont bien réalisés conformément au PUP, c'est-à-dire à la convention qui lie la ville de Paris et Unibail pour la réfection et la participation également financière et budgétaire de la réfection des espaces publics aux abords de leur projet. Ensuite, début 2022, nous espérons vivement, mais vraiment nous reviendrons vers les habitants du quartier pour présenter d'abord le calendrier des travaux de la tour Montparnasse. Donc là, je parle bien de la tour. Et donc, qui dit travaux de la tour, dit emprise de chantier. D'accord? Donc, nous reviendrons vers vous en début d'année 2022 pour vous présenter cette organisation, l'organisation de ce chantier qui devrait démarrer donc en septembre-octobre 2022. On organisera ça en début d'année pour qu'on ait le temps entre vous et nous et l'ensemble des services, etc., le temps d'un aller-retour quand même important avant l'été. Et ensuite, on espère qu'on pourra vous présenter les premières esquisses, pareil, en début 2022, du projet urbain et paysager surtout, pour la rue du Commandant Mouchotte. Je ne pense pas qu'en début 2022, nous aurons un calendrier pour la rue du Commandant Mouchotte dans son projet définitif. Mais en tout cas, nous, on portera, et on le porte déjà, mais on continue de le porter, que la rue du Commandant Mouchotte, puisqu'elle sera peu impactée par le chantier de la tour, et aussi, la gare étant aussi terminée, etc., puisse être la première étape en fait, de réaliser en vrai, dans la vie en vrai, du projet. Voilà, donc il reste encore, quelques zones d'inconnues, mais de calage, en fait, surtout en cours par rapport à ces projets. N'oublions pas que là, nous allons attaquer aussi, d'ici quelques mois, la place Brancusi, et on va aussi attaquer, de cette manière-là dont on l'a conçu, mais aussi tous ensemble, en écoutant aussi les habitants et en travaillant beaucoup avec eux. C'est comme ça que nous avons conçu aussi l'étape embellir le quartier qui va concerner les rues Odessa, Gaîté, Montparnasse, rue du Montparnasse et de Langres, mais également la rue Guilleminot, mais également, justement, on travaille sur la place Leboeuf aussi pour supprimer les jardinières, mais regardez ce qu'on peut planter en pleine terre, dont j'ai oublié le nom, à côté de la place Slimane Azem, le square qui rejoint la rue Guilleminot, non, pas Solon Gaudin, celui d'avant, bref, celui qui n'est pas encore au fait, qui borde l'église Notre-Dame du Travail. Voilà. Jardin du Cloître, voilà, le square du Cloître. Voilà. Donc, ouais, on est encore dans une zone de turbulence parce que de transformation et de mutation, mais que chaque projet est en cohérence par rapport à l'autre et surtout que chaque projet, comme l'a rappelé Christophe, par rapport à ce que nous défendons, va dans le sens d'un retour à la pleine terre dès que c'est possible, de la priorité donnée aux bus, aux piétons et aux vélos dans le quartier, tout en tenant compte des besoins de logistique. Merci beaucoup. Alors, je ne vois plus personne qui lève la main pour poser de questions ou faire un commentaire. Alors, je vois quelques mouvements sur les caméras, mais je ne vois pas tout le monde. Madame par contre, Lucie, il y a une question quand même sur le budget du projet. Ça, alors, je vous laisse, si vous avez des questions dans le chat que je n'ai pas lues, je vous laisse y répondre. Voilà, alors le budget du projet, on va peut-être donner la parole à Karine ou à Monsieur Méziani. Voilà,
Oui, le budget estimatif à ce stade pour les travaux d'aménagement de la place de Catalogne est de 9,6 millions d'euros. Merci, Karine. Et donc, du coup, et puis après, du coup, il y a les prochaines étapes. Mais peut-être pour contextualiser le budget, parce que c'est vrai que ça fait une très grosse somme, 9,6 millions, c'est à peu près 2 fois un quartier en Bélir, par exemple. Et c'est un peu plus de moins de 4 fois quand on refait complètement un jardin public, type jardin à Marly. Et c'est à peu près de l'ordre de ce qu'il y aura place d'Enfer Rochereau aussi, voire un petit peu moins que la place d'Enfer Rochereau. Donc oui, c'est des sommes évidemment importantes. Mais l'idée, et vous l'avez vu dans le concept, c'est que c'est un projet aussi d'avenir. Une fois que la forêt est à maturité, alors ça prend du temps, ça prend 10-15 ans, elle nécessite quasiment pas d'entretien, elle s'auto-régénère, les arbres s'auto-régénèrent. Et donc, en fait, c'est vraiment un projet qui, sur le long terme, est extrêmement bénéfique et qui coûte vraiment plus grand-chose. C'est aussi une des différences avec un parquet jardin, c'est qu'on a moins besoin de faire de l'entretien. On ne va pas aller tondre des pelouses ou même l'élagage sera beaucoup plus réduit puisque sur toutes les zones sur lesquelles les gens ne passent pas en dessous, on n'a pas besoin d'élaguer. Donc voilà. Et sur le nombre d'arbres plantés, on n'a pas fait exactement encore les calculs parce que vous avez vu qu'il y a des différences d'aménagement, mais l'idée, c'est qu'il y ait, je crois que la règle, c'est 10 arbres et 40 arbustes tous les 100 mètres carrés. Je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, on est sur plusieurs centaines d'arbres et plusieurs milliers d'arbustes. Voilà. Mais même si les choses restent à affiner, on est sur un ordre de grandeur de plusieurs centaines d'arbres. Voilà. Peut-être du coup, effectivement, passer aux étapes de la concertation, Lucille, si ça… Voilà, je remets le diaporama pour terminer. Avec plaisir. Hop. Voilà, donc le calendrier de la concertation, parce qu'on a plusieurs temps. Donc, c'est Guillaume Durand, adjoint à la mairie, à la maire du 14e, en charge de la transformation de l'espace public, de la végétalisation, des espaces verts, de la voirie, des mobilités, comme on ne vous avait pas encore présenté. Voilà, alors je vous laisse commencer. Merci. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une concertation en plusieurs étapes et aussi avec différents médiums. L'idée, c'est de pouvoir diversifier aussi les publics. Donc, ce soir, on était en réunion publique de lancement en Zoom et puis aussi on pourra revisionner cette réunion sur les réseaux sociaux, ce qui permettra aussi de la partager aux personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Un atelier spécial le 26 aux commerçants de la place qu'on avait déjà rencontré avec Karine, mais qui vont être fortement impactés pendant les travaux, mais qui auront aussi un nouvel espace public plus large, surtout devant leurs enseignes. Donc, réfléchir avec elles et eux quels sont les usages qui les intéressent. Donc, ce sera un atelier particulier là-dessus. Tout en restant évidemment très vigilant. L'idée, soyons bien clairs tout de suite, l'idée, c'est pas de leur dire combien vous voulez de places de terrasse. C'est pas du tout ça. C'est aussi de leur rappeler que le concept de forêt urbaine, c'est d'apaiser la place. Et donc, c'est pas non plus d'en faire un lieu extrêmement festif. C'est pas ça l'ambition. On va discuter un peu avec eux de comment leurs commerces vont être impactés et vont interagir avec cet aménagement naturel. On aura ce qu'on appelle un point participatif ou une journée d'information et d'animation sur la place. Donc, ça sera le 3 novembre, toute la journée. L'agence Très Clair sera sur place avec le rappel des questionnaires, des enjeux de la concertation. Il y aura aussi des petits ateliers de réflexion. Donc, ça sera très important de rencontrer les habitantes et les habitants qui fréquentent la place, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens qui habitent là, mais qui l'utilisent de manière quotidienne. On fera également une randonnée urbaine sur inscription. Peut-être, Lucille, que vous pouvez rappeler dans le clavardage l'adresse pour laquelle on peut s'inscrire pour cette randonnée urbaine. Ça sera peut-être aussi, j'imagine, sur le site Idées.Paris. Donc, ça sera à 11h le 6 novembre. Et puis, tout au long de cette concertation, vous avez donc le site Idées.Paris. Vous avez vu qu'il y a un long questionnaire d'une trentaine de questions sur lesquelles vous pouvez agir. Et nous aurons donc le 24 novembre une réunion de clôture en ligne pour d'une part faire le bilan et la synthèse des différents points qu'il y a eu et en même temps une petite synthèse préliminaire des différents avis qu'on a eu sur la plateforme. Donc voilà, c'est un mois, donc c'est long et c'est court à la fois. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en discuter avec les riveraines et les riverains. L'idée, c'est que bien que tout le monde puisse se saisir et apporter, je dirais, sa pierre à l'édifice de la concertation. Voilà, vous avez l'adresse qui s'affiche là, en fait, tout de suite, forêt.catalogne@paris.fr pour s'inscrire à certaines des activités. Donc, on se retrouvera
l'équipe de Très Clair et de la Belle Friche sur le terrain, sur la place, pour faire toutes ces activités ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à participer sur idée.paris. Merci beaucoup pour toutes vos réactions ce soir, vos questions. Merci aux intervenantes et aux intervenants. Et voilà, on aura un compte-rendu de cette réunion qui reprendra le chat, qui reprendra les échanges et qui sera mis en ligne aussi sur idée.paris. Merci beaucoup.